Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce 3 avril, le chaos persiste en Haïti avec une multiplication des attaques dans plusieurs communes de l'Ouest, notamment à Tabar. Dans le plateau central, le bilan des victimes continue de s'alourdir, incluant l'assassinat de 2 religieuses. L'Église catholique condamne les meurtres d'Evanette Osner et Jeanne Voltaire. Le coordonnateur du CPT, Fritz Alfonjean, annonce des mesures pour combattre l'insécurité, de la création de l'Agence nationale de sécurité et l'intégration de membres de la BESAP. Il assure que les élections auront lieu avant la fin de la transition. Pendant ce temps, plusieurs entités politiques, dont des signataires de l'accord du 3 avril, jugent la transition inefficace après près de 12 mois. Elles plaident pour la création de nouveaux mécanismes de transition. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Nous démarrons ce journal par le tableau sombre qui sévit en Haïti. Haïti sombre davantage dans le chaos alors que l'insécurité paralyse le pays. Les dernières 72 heures ont été particulièrement sanglantes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, tandis que des milliers de personnes manifestent dans les rues pour exiger le rétablissement de la sécurité. Les bandits poursuivent leur offensive. De la nuit du 2 au 3 avril, les gangs ont semé la terreur de la commune de Tabar, incendiant des maisons et kidnappant de nombreux habitants. Même les locaux de la PNH abritant la brigade d'intervention motorisée, BIM, ont été pris pour cible par les bandits. Pendant ce temps, dans le département du centre, notamment à Mirebalais et Sodo, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Ces communes continuent de recenser leurs morts après les attaques meurtrières des gangs armés dans cette région du plateau central. Parmi les victimes, on compte au moins 2 religieuses de la congrégation de Sainte-Thérèse. À l'absence de réponse étatique, des habitants de la zone forment des brigades pour tenter de résister aux gangs. Et selon les dernières informations, les responsables de l'hôpital universitaire de Mirebalais ont été contraints d'évacuer une 50aine de patients ainsi que du personnel de l'établissement. Toujours concernant ce dossier, la conférence épiscopale d'Haïti exprime sa profonde douleur face à l'assassinat brutal des sœurs Evanette Osner et Jeanne Voltaire, victimes de la violence aveugle. L'Église condamne fermement cet acte odieux ainsi que l'inaction des autorités, soulignant leur échec à protéger la population. Face à cette tragédie, elle appelle à la raison, au respect de la vie et à la solidarité. Malgré la douleur, elle exhorte à résister par la prière et la vigilance, refusant que la haine devienne un langage commun. Parallèlement, la conférence dit constater l'échec de l'équipe au pouvoir qui est incapable de stabiliser le pays. Le porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, le père Marc-Henri Siméon, est notre invité. Père Siméon, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Osberlin. C'est un plaisir de répondre aux questions de Métropole, bien que ce soit dans des circonstances tristes, lamentables, mais nous devons répondre à notre devoir comme Église, mais aussi comme membre d'une société qui a besoin de ses fils et filles dans ces circonstances que l'on connaît aujourd'hui. Lors d'une attaque des gangs de la coalition Vivre Ensemble au niveau de Mirebalais, 2 sœurs ont été assassinées. Je parle de la sœur Evanette Osner, également la sœur Jeanne Voltaire. Comment est-ce que l'Église vit aujourd'hui cette tragédie? L'Église vit cette tragédie avec beaucoup de tristesse, mais aussi avec sidération, parce que nous avons tant appelé à une action de la part de l'État pour mettre dans le pays depuis un certain temps où on a n'a pas de limite et cette violence attend des artisans
mais aussi cette violence à ses ouvriers. Et les ouvriers de la violence sont bien ceux-là que nous voyons dans les rues, armés, qui sèment là. Mais derrière eux, nous savons très bien qu'il y a des ouvriers, des artisans de cette violence. Et à la suite du message de la conférence à l'ouverture du Carême 2025, nous croyons devoir demander encore une fois s'il n'y a pas un projet derrière cette violence, derrière ces horreurs commises par les gangs, et nous déplorons que cette fois, ces horreurs aient pu conduire à l'assassinat de deux de nos sœurs, sœur Evanette Honzer et sœur Jeanne Voltaire, qui étaient à Mirvalet sur leur lieu de travail, puisque cette maison où elles ont été assassinées, c'est leur lieu de mission. Donc, elles ont trouvé la mort justement là où elles devaient être plus en sécurité que nulle part ailleurs. Est-ce que vous interprétez cet assassinat, est-ce que vous le mettez dans un cadre, dans le contexte d'insécurité généralisée, ou du moins, est-ce que vous pensez qu'elles ont été la cible des bandits? Je me demande de préférence si aujourd'hui on doit continuer à parler d'insécurité ou de projets tout simplement systématiques de déconstruction ou de destruction tout simplement d'une société qui était déjà en mal-être, donc d'un pays qui se cherche, et aujourd'hui on peut dire tout simplement d'un pays qui se meurt. Donc nous nous demandons s'il s'agit d'insécurité ou tout simplement d'une violence instrumentalisée, d'une violence systématique, orchestrée au service d'un projet politique, et nous nous interrogeons aussi sur l'inaction ou encore l'inefficacité peut-être du gouvernement à travers les institutions qui auraient dû pouvoir freiner l'avancée des bandes armées dans les coins et recoins de la capitale et de ses environs. Père Siméon, vous évoquez un projet, vous parlez également d'artisans. J'ai envie de vous demander à qui profiterait cette violence selon vous? Il y a bien évidemment un projet. L'on ignore jusqu'à présent qui sont les véritables artisans de ce projet et de cette violence, mais nous pouvons dire tout simplement que une violence spontanée n'aurait pas pu durer si longtemps. Une violence spontanée ne peut pas être si systématisée. Une violence spontanée ne peut pas être si bien organisée, et je dirais encore plus une violence spontanée, une violence qui n'a pas une intelligence derrière, qui la pense, n'aurait pas pu être si bien protégée. D'ailleurs, il y a eu certains efforts quand même qui ont été faits pour circonscrire l'action des bandes armées, pour essayer de mettre un frein à tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Mais nous voyons que tous ces efforts échouent. Peut-être que la stratégie de ceux qui contraindre les bandes armées à mettre un frein à leurs actions n'a pas été si bien pensée, ou peut-être que la stratégie qui organise la violence des bandes armées est tellement bien pensée, est tellement protégée que même l'État fait échec devant tout effort de mettre un terme à cette situation. Donc il ne s'agit pas de violence spontanée, il s'agit d'une violence organisée, d'une violence bien pensée, d'une violence organisée, et donc cette violence est bien évidemment au service d'un projet. Nous savons que l'Église a toujours joué un rôle central de la société. Et aujourd'hui, face justement à cette violence grandissante, comment est-ce que l'Église peut aider la population à surmonter cette, je voudrais l'appeler, cette douleur collective? Alors, les premiers moyens dont dispose l'Église pour aider la société, pour aider la population, c'est l'accompagner à travers ces institutions. Je parle par exemple de Justice et Paix,
dans une démarche de justice, dans une démarche de documentation des violences qui sont commises et pour accompagner ceux qui, par la suite, devront obtenir justice. Je parle aussi de Caritas, par exemple, qui peut accompagner ceux qui ont tout perdu et qui se retrouvent aujourd'hui à la rue. Je parle également de toutes nos communautés paroissiales, de tous les mouvements d'église qui sont là pour accompagner les gens, mais qui sont aussi des lieux d'éducation ou de rééducation, d'accompagnement des cellules qui peuvent se transformer en cellules d'accompagnement psychologique aussi dans cette situation qui est la nôtre. Mais aussi, l'Église doit et peut aller plus loin, lier la société de manière plus systématique dans une recherche d'issue à la crise que l'on connaît aujourd'hui. Mais il faudrait que vraiment les acteurs montrent une volonté réelle de participer à cette quête de solution et à cette issue vers laquelle nous devons conduire le pays. Nous allons mettre au terme à cette interview, mais avant, face à cette tragédie, quel message aujourd'hui l'Église veut faire passer aux autorités que nous avons aujourd'hui? Le message aux autorités, c'est de prendre leurs responsabilités, parce qu'en fait, nous sommes devant le constat d'un échec, je dirais, cuisant de cette transition qui dure déjà depuis environ une année, puisque aujourd'hui il marque environ un an déjà depuis que l'accord qui a accouché de cette équipe de transition a été adopté grâce à la médiation de la CARICOM. Donc je pense que l'heure est au bilan aujourd'hui et s'il faut reviser nos cahiers pour remettre le pays sur de nouvelles voies en vue de sortir de cette transition. Donc je crois que ce n'est même pas facultatif, c'est nécessaire de le faire aujourd'hui. Donc ensuite, le message, c'est aussi un message à ceux qui sont les artisans de cette violence ou les ouvriers de cette violence, de se reprendre, de se remettre à croire à ces valeurs ou encore au respect de la vie, au respect des droits fondamentaux des gens qui sont pourchassés, assaillis de toutes parts. Et puis enfin, un message aussi, je pense, à toute la communauté haïtienne et particulièrement aux catholiques, d'espérer, car espérer, c'est croire à l'avenir. Ce n'est pas attendre passivement et naïvement que les choses se reprennent toutes seules, mais c'est agir en vue de transformer la réalité. Agir en vue de transformer la réalité. Mais rapidement, vous avez parlé de réviser nos cahiers. Est-ce que ça pourrait inclure la démission du CPT, ou du moins un changement de cette équipe en place? Je crois qu'il faut s'engager d'abord dans un bilan et également dans un effort de dialogue, de réflexion sur la situation, c'est-à-dire que les instances qui ont proposé des membres au sein du Conseil présidentiel ou encore qui ont des membres au sein du gouvernement, ils ont une responsabilité de reddition de comptes à eux-mêmes, à leurs membres, mais aussi à toute la société. Donc, en ce sens, c'est d'abord leur travail de revoir ce qui a été fait et je crois que la discussion doit aussi s'ouvrir à tous les autres protagonistes, mais aussi à toute la société, à tous ceux qui, dans la société, peuvent apporter une pierre à la construction de cette société réconciliée avec elle-même. Père Marc-Henri Siméon, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de répondre aux questions de Métropole. Merci encore, Père Marc-Henri Siméon. Voilà donc les propos du porte-parole de la Conférence épiscopale d'Haïti, le Père Marc-Henri Siméon, au sujet justement de l'assassinat des deux sœurs Amir Ballet. Il est avec nous pour en parler. Merci de votre fidélité à Métro News. Le coordonnateur du CPT, Fritz Alfonjean, a garanti le rétablissement de la sécurité dans le pays lors d'une adresse à la nation. À l'occasion de l'anniversaire de l'accord du 3 avril, il a annoncé des mesures dont la création de l'Agence nationale de sécurité
et l'intégration de membres de la BESAP, tout en assurant que des élections se tiendront avant la fin de la transition. Suivez donc un extrait du discours de Fritz Alfonso. Peuple haïtien, au palais, nous entendons. Nous entendons cris, nous entendons tribulations, nous vivons là. Souffrance, nous en pile. Nous perdons caille, nous perdons business, nous perdons travail, nous violons, nous violons petites, nous. Gang criminel yo simaye en pile d'œil dans la cour. La cour mérite rosé. Bataille pour déraciner phosphé noir sa yo pas piti. Mais nous pas piti non plus. Bataille la gros nègre, mais li pas en rien devant bataille nous te mener pour déraciner chaîne l'esclavage là. Nous montrer dernière année ça yo, nous kagoumen. On nous continuer couler les épaules pour nous croiser insécurité. Mais en même temps, nous avons dit que moment ça, lui demande en pile prudence. Nous avons détresse, c'est vrai. Mais il faut nous faire attention pour abolochoyo, pas profiter de détresse nous, pour envahir nous, pour chercher pas prendre contrôle gros bataille n'a mener. Clairer genoux pour ne pas mener bataille là, n'a chimé pas yo. KPTA a annoncé jeudi. Il se prend plusieurs mesures importantes pour mobiliser plus de moyens pour renforcer la capacité de la police à clamer dans la bataille à mener contre les gangs criminels. KPTA prend décision pour identifier agents BESAP qui ont un bon dossier pour mettre au service force l'audio dans la bataille que nous menée journée jeudi. KPTA demande au Premier ministre là, pour mettre les mesures en exécution sans perdre du temps. Nous avons rappelé tout le monde qui est dans le gouvernement. C'est dans la guerre nouée. C'est pour ça, le budget, ça, nous pas le ratifier là. C'est un budget qui est clair pour la population. C'est causer la guerre nous vient régler pour bailler pays à sécurité. Pas de temps pour parler en pile. Et n'y pas de temps pour faire dilatoire. Il faut que tout le monde dans le gouvernement clair sur ça que nous avons dit là. Dans l'occasion ça, KPTA a rappelé nous tout. Machine électorale là en marche pour remettre le pays 7 février 2025 by autorité qui sortit dans l'élection dans tout niveau. Nous prenons bon genre mesure pour diaspora river voter dans l'élection ça yo. Des bras nous l'ouvrir pour nous parler à tout secteur dans le pays. Pour nous impliquer. Impliquer tout secteur, nous avons répété. Nous avons monté bon gens institutions qui pourraient aider nous à croiser problème d'insécurité et puis empêcher à l'avenir pour ne pas retomber dans la situation chaos que nous vivons ensemble. Il faut nous dire chaos que on série de monde construit depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. Ces institutions permanentes n'a quitté pour payer les transitions ça a fini. N'a parlé de institutions tant que Conseil national sur sécurité et défense là, CNSD. N'a parlé tout à Agence nationale sécurité ANS qui pas loin monter. Renseignement et intelligence, c'est gros outils dans la lutte contre l'insécurité et l'instabilité. Dans ce sens, seul ça, nous avons demandé au peuple haïtien, c'est pour nous comprendre, Jean Moumassa demandé en pile prudence. C'est pour nous faire en pile attention à l'alliance n'a fait souterrain. Pas quitter mauvais anguilles, profiter de détresse nous, pour venir continuer traîner nous dans mal cité. Bataille ça, c'est bataille pour nous retrouver la paix et la dignité nous. C'est bataille qui pour faire nous retourner si nous sommes à l'école. C'est bataille pour nous retourner la caille nous, pour nous propter la caille nous. Bataille pour nous nettoyer la cour. Mais nous avons besoin de l'eau propre, bonne de l'eau, qui n'est pas mélangée avec mauvais de l'eau pour nettoyer la cour. Peuple haïtien, calégez nous,
pour ne pas mener nous dans chimé pa yo. Chimé pa nous, c'est chimé sécurité avec chimé stabilité. Yon pas marcher sans l'autre. Peuple haïtien, nous parler, nous tendons. Cause bandi ça, n'a fini avec. Nous pas quitter le fini à pays. Nous capable goumen et n'a goumen jouk maïmi. Vivions transition, coupé fâché. Vive peuple haïtien. Le Conseil présidentiel de transition a officialisé par un arrêté publié dans le Moniteur ce jeudi 3 avril l'intégration de la Brigade de sécurité des aires protégées BESAP à la lutte contre les gangs. Le président du CPT, Fritz Alfonjean, dans son adresse à la Nation, a précisé que seuls les agents de la BESAP ayant un casier judiciaire vierge seront mobilisés pour appuyer la police nationale. L'arrêté prévoit également l'élaboration de protocoles d'accord définissant les modalités de cette collaboration. Alors que ce 3 avril marque un an depuis la ratification de l'accord politique instaurant la transition, une manifestation a rassemblé des dizaines de protestataires exigeant le départ de l'équipe au pouvoir. À l'initiative du parti Les Engagés pour le Développement et des signataires d'ailleurs de l'accord du 3 avril, ce mouvement visait aussi à dénoncer la montée de l'insécurité. Les manifestants réclament une redéfinition de la transition en cours. Suivez ce reportage signé Riti Fortuné et Guitry Choisy. Les mêmes revendications, mais contrairement à la manifestation de la veille, ce rassemblement n'a pas attiré la grande foule. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre leur distance avec les politiques à l'origine du mouvement, qu'ils tiennent aussi pour responsables de la situation actuelle. Toutefois, ceux qui ont marché dans les rues ce jeudi tenaient à exprimer leur ras-le-bol par rapport à l'insécurité. Je dis là, nous la réassé par rapport de l'accord 3 avril, que nous disons accord Manachon Pépé, qui permet que le peuple a souffert, je dis, il y a insécurité, il y a un grand goût. Il n'y a pas de l'eau potable qui est dans le camp. Ou est-ce que ça permet qu'il y ait plus de zones qui sont perdues, qu'il y ait plus de territoires perdus, qu'il y ait plus de communes qui sont perdues. À quoi ça permet qu'il y ait 9 personnes en dehors et ville d'accueil qui va régler un sérieux, qui a bien une corruption. Un mouvement qui s'est tenu ce 3 avril, date marquant la mise en place de l'accord politique créant la transition en cours. Le parti Les Engagés pour le Développement ainsi que d'autres dirigeants politiques ont opté pour un conseil de transition de 9 membres, ce qui ne les empêche pas aujourd'hui de gagner les rues pour protester contre la gouvernance actuelle. De l'autoroute de Delma à la villa d'accueil, ces protestataires se sont montrés très hostiles au pouvoir en place, qui selon eux est dans l'incapacité de résoudre les principaux problèmes auxquels fait face le pays. Nous d'accord au moins qu'il y a un pouvoir. Et c'est qui est bicéphale, il y a un président, il y a un premier ministre. Mais nous ne sommes pas capables encore. Et ça, je dis, nous venons dire, nous avons enterré à cause ça, et puis pour nous gagner une nouvelle alternative qui donne pour aller plus loin, pour le pays à libérer, pour nous gagner sécurité dans le pays. De plus en plus de voix s'élèvent pour exiger un effort de l'État dans la lutte contre les gangs. Pourtant, les bandits continuent d'éteindre au quotidien le carreau dans plusieurs zones du pays. En plus des principaux quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, s'ajoutent d'autres régions du pays qu'ils attaquent régulièrement sous l'œil spectateur des autorités. Pour refermer la page nationale de ce journal, alors que des groupes armés continuent d'imposer leurs lois dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Cressois et Delma 32, des citoyens dénoncent le déploiement massif de policiers et de chars blindés pour sécuriser le périmètre de la villa d'accueil jusqu'aux Sœurs de Bourdon lors de la manifestation du mercredi 2 avril. Certains y voient un manque de volonté réelle pour lutter contre le banditisme, tandis que d'autres déplorent l'inaction des autorités. D'autres soulignent que les policiers ne peuvent intervenir sans avoir reçu d'ordre. Suivez donc ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guitry Choisy. C'est impressionnant le nombre de policiers déployés dans le cadre de la manifestation du mercredi 2 avril en vue de sécuriser les bâtiments publics, la villa d'accueil, la prémature et surtout la route de Bourdon. Tout au long de cette voie, plusieurs backups de police sont remarqués,
Des différentes unités de la PNH sont mobilisées suite à l'appel de ce mouvement organisé dans l'objectif d'exiger le rétablissement du climat sécuritaire. Ce dispositif à la fois remarquable et remarqué est dénoncé par les protestataires qui n'ont pas caché leur mécontentement en ce qui concerne le nombre de policiers présents. Pour que ça pas bon backup qu'est-ce qu'on côté à plaguer petit bébé 2 mois dans diffé. Pour que ça pas descendre sur lino. Yo pas en bas mais yo prend bas là. Garder place c'est bien ne pas descendre moun k'ap dormi. Journée jodi a pays a pas la police. Le périmètre est bien sécurisé selon les constats. Des agents de la PNH sont partout, certains patrouillent à pied, d'autres se trouvent à bord d'un pick-up qui apparemment a du mal à démarrer. Lourdement armés, diverses unités de la PNH sont sur place, ce que déplorent les victimes qui réclament des présences policières dans leur zone afin de pouvoir rentrer chez eux. La police a force seulement les manifestations, seulement les peuples mobilisés pour qu'ils demandent sécurité, pour qu'ils demandent la vie chère à baisser. Donc nous, la police là, elle est très motivée. Donc nous avons gardé là devant l'entrée primature là, nous sommes bien habillés, nous sommes bien armés jusqu'aux dents pour voyer gaz, pour voyer balles sous peuple là. Des citoyens qui ont pris part à ce mouvement de protestation ont exprimé leur ras-le-bol par rapport au déploiement des policiers dans le cadre de la manifestation, alors que, parallèlement, des bandes armées continuent d'imposer leurs lois dans plusieurs régions de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment Crissois, Delma 32, le département du Centre, plus exactement Mirebalais et Péligre, qui est déjà sous la menace. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Le chaos persiste en Haïti avec une multiplication des attaques dans plusieurs communes de l'Ouest, notamment à Tabar. Dans le plateau central, le bilan des victimes continue de s'alourdir, incluant l'assassinat de 2 religieuses. L'Église catholique condamne les meurtres d'Evanette Onézer et Jeanne Voltaire. Le coordonnateur du CPT, Fritz Alfonjean, annonce des mesures pour combattre l'insécurité, dont la création de l'Agence nationale de sécurité et l'intégration de membres de la BESAP. Il assure que des élections auront lieu avant la fin de la transition. Pendant ce temps, plusieurs entités politiques, dont des signataires de l'accord du 3 avril, jugent la transition inefficace après près de 12 mois. Elles plaident pour la création de nouveaux mécanismes de transition. C'est sur ces éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.